Cool. Ce matin, moi, mon sujet, c'est un sujet que je travaille un tout petit peu en ce moment. Là, j'ai fait très court puisque l'idée, c'était de pouvoir en parler 20 minutes, mais je vais partager avec vous en fait un positionnement. Donc, moi, je suis Lionel Kurt, je suis un des vice-présidents de la BCMA aux côtés d'Anne-Sophie, de Julie, de Nathalie. Et puis Thomas qui est le président. Il y a Sabine qui est avec nous, qui nous accompagne. Je pense que vous la connaissez un petit peu. Pour ma part, moi, j'ai développé un sujet là en ce moment qui est celui des activations des ventes. En fait, comment rapprocher un petit peu le brand content et l'activation des ventes. D'ailleurs, je le présente comme ça souvent en disant, mais justement, c'est peut-être le moment de rapprocher les deux approches. Donc voilà, donc j'ai un petit deck d'une trentaine de slides que je peux vous faire. Et puis ça nous permettra, vu qu'on est vraiment, on est Ah, il y a Nathalie qui nous Salut, rejoint. On est six, c'est un nombre impair, c'est bon. On est sauvé. salut Nat. Salut Salut. Nat. Euh, Ouais, Anthony. donc voilà, je ne sais pas si on attend encore, on attend 2 secondes. Merci Daniel pour ce que tu m'as envoyé concernant les DOH, mais aussi il y a pas mal de choses que je regarde. Là, c'est vraiment l'activation des ventes. C'est un truc qui me tient à cœur parce que c'est assez rigolo. Il y a souvent une dichotomie très forte entre d'un côté le brand content qui est ultra développé, qui est porteur de l'ADN de marque, et puis de l'autre, l'activation des ventes, qui est quelque chose qui est beaucoup plus challengé, d'ailleurs souvent un peu sale dans le métier. D'un côté, il y a les agences de pub, de l'autre côté, les marketing, d'un côté, les créatifs qui vont à Cannes, puis de l'autre, les marketeurs qui font de la géolocalisation, des envois d'SMS et d'emails. Donc j'essaye de rabibocher les deux mondes, si je puis dire. Salut Thomas. Salut tout le monde, salut Lionel, ça va? Bon, je vous ai Ouais. fait un tout petit comité, c'est top, comme ça Ah non. on pourra échanger, challenger à bloc. Moi, ça dure 20 minutes, ma petite presse, j'ai fait un deck qui présente Super. un petit peu autour de ça. Je vais vous partager mon écran et puis, vu que on est peu nombreux, n'hésitez pas même à m'interroger. Génial. Donc, comment réintroduire, c'est le thème que je travaille un petit peu en ce moment, qui me plaît réellement, c'est comment réintroduire le discours de marque dans l'activation des ventes. C'est souvent des choses qu'on oppose. Tout d'abord, on le verra pourquoi j'ai identifié qu'on les oppose, parce que souvent, elles ont une temporalité différente. Et puis d'ailleurs, ce n'est même pas les mêmes services. Ça peut être aussi lié à l'orga, clairement des annonceurs qui parfois fait comme ça. Selon IBM, ça fait 5 ans. Il y a 5 ans, on a bondi de 5 ans dans les usages du numérique. Donc, c'est assez intéressant. C'est un calcul très sérieux fait par IBM sur finalement les usages et l'appréhension du numérique. Avec bien évidemment, on fait ses courses, et j'aime bien ce terme parce que c'est vraiment au sens, il faut faire ses courses, c'est le truc de tous les jours. On travaille à distance, on apprend, on joue. Bien évidemment, on socialise de plus en plus et on l'a vu sur toute cette année de confinement, on participe à des concerts, et si c'est à peu près la même chose que socialiser. Et puis, un phénomène que moi, je trouve de plus en plus vrai, je n'ai pas de données parce que c'est assez difficile, on l'a mis dans plein de termes, mais on fait les magasins. Faire les magasins, pour moi, en fait, c'est clairement un espèce de moment de plaisir un peu non objectivé. Vous savez, le truc, on va faire les magasins de temps en temps, en semaine ou le week-end. C'est un peu un moment d'indulgence où on vient découvrir les marques et puis également leurs produits en se disant, tiens, je vais essayer de découvrir tout l'univers. Et ça, très clairement, quelle que soit la génération d'ailleurs, ça a été porté par la boutique et par les marques qui ont développé des vraies politiques de direct to consumer. Donc, chacune des marques, certaines sont très emblématiques, ont développé des véritables expériences dans leurs points de vente, que ce soit Abercrombie Fitch, que ce soit Adidas, que ce soit chacun, ont vraiment développé des points de vente très forts. Et on va faire les magasins, cette rencontre avec cet univers de marque pour savoir si oui ou non je vais acheter, et d'ailleurs de manière impulsive ou pas, ou simplement un peu comprendre un petit peu mieux l'univers de marque. Ça, c'est un phénomène qui est important. Et puis, de l'autre côté, dans nos métiers qu'on fait tous, il y a une espèce de dilemme du marketing moderne. Et ce schéma, je l'aime assez bien. Ça, c'est un schéma qui est fait par l'IPA, qui est Institute Practitioner of Advertising. C'est l'équivalent de l'ACC fait au UK.
Donc, ils ont monté une étude, Les Binet, Peterfield, Les Binet, donc DDB, et puis Peterfield, un consultant, qui ont monté ça en disant, de toute manière, aujourd'hui, il faut faire le bon mélange entre deux démarches, celle qui constitue à construire de la brand equity, de la valeur de marque, vraiment dans le branding. Et là, on y place la fameuse pub de marque avec ce film qui est censé retranscrire l'ADN. Et puis de l'autre côté, les sales activation avec cette idée de dire que là, je dois animer mes ventes. Et on constate, en tout cas, leur plus gros constat, bien évidemment, c'est que ça va sans doute de pair avec la durée de vie d'un directeur marketing, c'est qu'il y en a un très clairement qui est sur des effets qui cherchent à être court terme, parce que les directeurs marketing, d'ailleurs, de plus en plus, ont des objectifs au quarter, voire au semestre. Et donc, l'activation des ventes, la fameuse promotion, même si c'est un mauvais ami, hein, mais souvent, c'est ça. Toutes les marques essayent de créer des moments marketing pour un petit peu animer ses ventes et puis réussir à les doper. Alors, ça va de la présentation du produit en magasin, en tête de gondole, jusqu'au deux achetés égale un offert. Mais le point essentiel, bien évidemment, c'est qu'on cherche à faire un uplift sur les ventes et que ça dure relativement peu de temps. Donc, ce qui veut dire que derrière, bien évidemment, les ventes redescendent. À ça se couplent vraiment les actions de brand building long terme où j'essaye finalement de réussir à peu, à chaque fois, à accumuler de la valeur de marque chacune des actions que je mène. Et eux les caractérisent par deux formats. Un format donc très branding, publicité, affichage et un format très activation des ventes, très promotion. Et ils disent que c'est en faisant ce mélange, on va dire, selon les catégories, de 60% de branding, de 40% d'activation des ventes, que tu arrives à obtenir finalement tout l'effet de levier qu'une marque est censée apporter sur les ventes et à développer la marque. De vous à moi, je pense que cette vue qui date un tout petit peu, hein, qui a 4 ans, est en train de peu à peu s'estomper, tout d'abord par le Covid. C'est-à-dire que les marques, à mon sens, d'abord ont une assiette de budget marketing qui diminue et donc il va falloir faire un petit peu des deux à chaque fois, à savoir lorsque je vais faire des campagnes plutôt de l'activation des ventes, je vais devoir réinjecter une dimension de marque. Sinon, je ne crée pas de différenciation. Et quand je fais finalement de la marque, il va falloir aussi la lier à un produit. Je ne peux pas faire que des films complètement fantasmagoriques parce qu'à un moment donné, il faut que ça retombe sur le produit et les ventes. Voilà. Le troisième constat que je fais, c'est qu'on rentre définitivement, et on l'a opéré, bon, ça fait longtemps qu'on en parle, mais l'ère de l'omnicanalité avec finalement le maillage des canaux qui est désormais acté. Il y a véritablement un funnel d'achat qui est devenu une sorte de matrice. L'achat peut se faire de manière un peu plus fluide, un peu plus liquide, à peu près n'importe quel moment du point de contact. Vous savez, ces fameux funnels où j'essayais de déterminer à quel moment on faisait véritablement l'achat. Et ça, c'est dû à 3 grands bouleversements, à mon sens. Le premier bouleversement, c'est une maturité très claire sur la connexion du on et du off. Et j'ai mis cette photo parce qu'elle me plaît, parce que finalement, on a tous vécu là, parce qu'on a à peu près cet âge à dire non, mais le QR code, ça ne marche pas, c'est mort, c'est nul. Ça, c'était dans les années 2010 à 2015. Et au QR code qui est devenu finalement le sésame pour pouvoir prendre son véhicule, son Vélib, sa trottinette, et qui fait qu'aujourd'hui, finalement, relier un produit physique à une connectivité, à une connexion via un QR code, c'est devenu une réalité pour des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes. Et le QR code s'est enfin imposé, c'est un petit peu le pont entre le on et le off. Le deuxième point qui est clair, c'est que toutes les marques, et notamment les marques du brick and mortar, elles sont nombreuses, se sont lancées clairement dans le direct to consumer. Ça, c'est une marque qui est une marque un peu ancestrale, qui est Paraboot, qui a ouvert pour la première fois, donc il y a 2 semaines, vous voyez, le 13 mars, enfin, sa boutique de vente en ligne. Donc, j'imagine que pour eux, c'était quelque chose d'absolument fantasmagorique. Je trouve ça assez chouette de voir
par des marques vraiment qui ont 50 ans, en même temps qu'ils fêtent leurs 50 ans, se retrouver à aborder le e-commerce. Ça peut paraître un peu anachronique, mais c'est la réalité. Ces marques du brick and mortar ont attaqué et désormais toutes le direct consumer. Elles doivent jouer avec. Enfin, le dernier point, c'est celui-ci, c'est de se dire que toutes les plateformes sociales deviennent marchandes. Ça peut paraître évident, mais beaucoup de marques n'ont pas fait ce pas-là de se dire que même Snapchat ou Twitter, même TikTok, avec Shopify, commencent à devenir des plateformes très clairement et le social selling devient un point colossal. Donc voilà, fort de ces trois constats, finalement, de ces trois grands thèmes, moi, les questions que je me pose, c'est, OK, quelles sont les clés pour une approche finalement storytelling de l'activation des ventes? Ce secteur qui finalement n'a pas eu trop droit à la parole dans la publicité. Et en fin de compte, on se rend compte que quand on regarde les grands prix du brand content, depuis des années, la plupart des choses qu'on remet, ce sont des activations des ventes storytelling, c'est-à-dire qui sont imprégnées de l'univers de marque. Et je trouve ça plutôt intéressant à développer. Tiens, rapidement, Monstre, comme ça vous saurez tous qui on est. Monstre, donc, c'est une agence que moi j'ai créée il y a 10 ans. Notre travail, c'est, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire les marques du 21e siècle. C'est notre positionnement, le storytelling ou le brand content. Et on se connaît depuis pas mal de temps désormais notamment avec Daniel. C'est de le faire via le brand content ou le storytelling qui finalement qui est un peu le nouveau récit, la nouvelle narration des marques. Notre travail et notre mot, c'est ce qui nous diffère de la publicité. C'est peut-être en rapport avec le thème que je développe aujourd'hui. On appelle ça les dispositifs en anglais. Et c'est un peu chiant parce que les langues français et anglais se rapprochent, mais en anglais, c'est l'activation. L'activation des ventes, que nous on appelle les dispositifs finalement, c'est le fait d'être assez fluide dans le choix des points de contact qu'on a avec le consommateur. Et puis, ces dispositifs, on les orchestre souvent autour de 3 grands leviers, intégrés ou non, c'est-à-dire en même temps ou non, finalement avec l'influence et les conversations, les events et les expériences, puisqu'on a un gros département désormais shopper et expérience, et puis les digital stories. Voilà. On travaille avec des marques plutôt de dimension internationale, B2C exclusivement, c'est un peu notre domaine. Et puis voilà, on développe ces dispositifs avec eux. Donc, comme je vous disais, le truc que je développe le plus en ce moment, c'est quelles sont les clés finalement de cette approche storytelling, en passant du product storytelling, et je sais que Daniel, tu as développé beaucoup de choses autour du product content, que j'ai lu avec intention, et puis jusqu'à aller à cette nouvelle donne qui est un peu le shopper entertainment, se dire à quel moment je suis dans ce domaine du shopping qui devient, quand je disais faire les magasins, qui devient un vrai divertissement et non pas uniquement une gestion objectivée ou fonctionnelle de l'achat. Voilà. Pour ma part, je dirais qu'il y a un double constat que je fais sur l'activation des ventes parce que tout d'abord, il y a un peu un espèce d'éléphant dans la pièce chez ces marques du brick and mortar. C'est surtout à elles que j'ai basé finalement un petit peu cette vision que je développe. C'est pour beaucoup, elles ont choisi d'ignorer que jeter énormément d'argent sur l'activation des ventes, ça ne leur achète pas des clients fidèles. Donc, elles ont cru pendant des années que je pouvais jeter énormément d'argent. Et d'ailleurs, elles ont abordé en quelques fois les réseaux sociaux de cette manière-là, en se disant c'est un nouvel espace de vente. Mais n'empêche que oui, ça peut avoir un effet, un uplift assez court sur les ventes, bien évidemment, si la promotion est alléchante. Mais ça peut être aussi extrêmement destructeur de marque. Pourquoi? Parce que je tombe dans la spirale de la promotion. Très clairement, et donc je ronge sur ma marge de la promotion. Et c'est souvent quelque chose que j'ai vu au cours de ces 10 dernières années où les marques se plaignent, celles qu'on accompagne, hein, qu'à un moment donné, elles tombent vraiment sans arrêt la promo et qu'une fois que j'ai mis le doigt dedans, j'ai du mal à l'enlever puisque bien évidemment, on a tous été éduqués à ces promos, à ces moins chers, encore moins chers. Et puis en même temps, ça contribue à faire que de toute manière, le consommateur il est un peu moins fidèle et puis il se déplace assez facilement d'une marque à une autre parce que je ne crée pas vraiment de différenciation sur mon univers de marque.
Deuxièmement, très clairement, toutes les études le montrent, c'est que l'engagement et la confiance se gagnent avec votre marque. C'est la marque qui reste dans la plupart des études, et je ne vais pas me lancer dans un xème pourcentage, mais la marque est souvent le vecteur de choix du consommateur dans la plupart des cas. Ça reste un gros driver, en fait. Et c'est souvent la confiance qu'on a derrière, qu'on le veuille ou non, qui s'est construit grâce à cet univers, grâce à l'expérience qu'on a pu développer et finalement faire que c'est toujours ça le vecteur de confiance et d'engagement. Ce qui signifie que moi, je suis assez convaincu qu'en faisant ce double constat, que changer l'approche et faire collaborer la marque et les ventes devient crucial et est crucial. Alors, il y a plein de raisons qui font que c'est encore un tout petit peu séparé. Et je trouve que la démarche brand content et sales activation sont un petit peu la caricature du truc, c'est-à-dire d'un côté, j'ai des marques qui délivrent des univers mais géniaux, narratifs, avec des films, des web-séries, etc. Et dès lors où je passe à vouloir acheter leurs produits, je tombe vraiment dans l'écueil de… peut-être, on verra plus tard, mais peut-être qu'ils ont trop voulu mimer les distributeurs, mais ils oublient complètement cet univers-là. Alors, quand bien même, d'ailleurs, dans leur boutique, l'acte d'achat est tout un cérémonial, est toute une procédure qui fait vivre la marque jusqu'à la fin de l'achat. Là, il y a vraiment une dichotomie qui s'est faite qui est assez forte. Et je pense que vous l'avez sans doute tous vécu à un moment sur vos achats online. Alors, les phénomènes, bien évidemment, du brand content ou de l'éditorialisation de l'acte d'achat ne sont pas nouveaux. Il y en a beaucoup et ça fait des années. On connaît tous Mr. Porter, qu'on a souvent mis comme étant un exemple. Je ne sais pas peut-être parce qu'il n'était pas en France, mais en tous les cas, c'est vrai que Mr. Porter, avec son journal, puisqu'à un moment donné, il l'a même édité en papier, était une sorte de consumer mag, mais plus axé sur la vente, les objets, donc, et sont construits comme ça et ont développé énormément de ventes comme ça. Mr. Porter a éditorialisé le contenu. Évidemment, Glossier avec les interviews, et on connaît tous Emily Weiss en se disant la blogueuse qui a réussi à développer ses produits en partant d'un blog, en éditorialisant, en demandant à ses consommateurs finalement quel était le produit idéal, et puis aujourd'hui qui pèse plusieurs centaines de finalement millions de dollars et qui fait peur à pas mal de monde parce qu'elle est championne du monde du direct to consumer et de la co-conception des produits grâce à un éditorial, grâce à un dialogue permanent. Donc ça aussi, ça existe et on le sait et on a vu beaucoup de choses. Jusqu'à vraiment l'éditorialisation. Aujourd'hui, c'est un truc, je ne sais pas si tu as vu ça, Daniel, qui est assez étonnant, mais même toi, Nathalie, j'imagine que tu as regardé. Snapchat qui se lance dans les séries, c'est Snapchat original, The Drop. Je crois exactement, ça s'appelle The Art of Drop. En fait, c'est des formats courts de 6 minutes sur Snapchat et en fait qui vous permettent de découvrir comment un créateur, avec une marque, on crée un objet plus ou moins artistique, plus ou moins… et finalement, j'ai 6 minutes vraiment à l'image d'un show Netflix. Là, c'est Snapchat. Et bien évidemment, en permanence durant ce show, là, ils en sont à 7 épisodes. Eh bien, vous allez pouvoir choper ce produit. Vous êtes en train de regarder vraiment une série et choper sans arrêt le produit parce qu'on vous fait l'éloge de la co-création de basket avec tel rappeur ou de ballon de rugby, avec tel rugbyman, etc., ou tel artiste. Et toute l'histoire du produit, on est vraiment dans une éditorialisation un maximum de l'acte de vente. Ce qui fait que finalement, on arrive au shoppertainment, même si encore une fois, ces mots à rallonge, c'est un peu dur, mais et pour moi, et là, on l'a tous vu ces derniers temps, ça part en live, c'est le cas de le dire, puisqu'il n'y a pas une marque qui ne se lance pas sur le live ou un distributeur.
que ce soit sur sa propre plateforme. Ici, c'est Sharia Beauty Show, donc la célèbre influenceuse italienne qui fait avec Lancôme un show online et qui a utilisé finalement en marque blanche le LiveScale, qui est un des nombreux finalement logiciels qui vous permet de faire de la vente en direct. Et sur le propre site de Lancôme, ils avaient organisé un show donc un matin et bien évidemment tout au long du show avec cette influenceuse, les ventes allaient bon train puisqu'ils ont pas réussi à finir l'émission sans que ça soit sold out sur le nombre de produits qui avaient été réservés pour ce show. Ça peut se faire via des marketplaces et là aussi, via les marketplaces, vous connaissez bien le truc, mais aujourd'hui, on se retrouve avec nos amis d'Amazon qui sont capables de plus en plus de permettre à des créateurs, ici c'est Amazon Live Creator, de créer leur propre live. Et d'ailleurs, quel que soit leur thème de prédilection, que ce soit la tech, que ce soit la beauté, peu importe. Et puis, ils proposent en live vraiment les produits qui sont disponibles sur Amazon et puis d'en faire la démo, une sorte de téléboutique achat en live, mais cette fois-ci, le Pierre Bellemare a rajeuni un peu en mettant énormément de jeunes à disposition sur cette plateforme avec Amazon Prime, vous y avez accès. Jusque le Shoppertainment, où là, on est vraiment dans cet entertainment, dans ce côté live, je discute. Walmart qui fait une association avec TikTok et qui va présenter avec TikTok en Chine à un moment donné, on voit un rendez-vous. Et c'est des lives quelque part sellers qui vont pouvoir vous vendre le produit sur le TikTok et tout ça couplé à la plateforme de vente va pouvoir à un moment donné distribuer les produits auprès de ses followers. Et il y a des véritables stars qui montent en Chine. Je crois que la plus grande, et bien évidemment, c'est un peu comme le Bitcoin, on entend chaque année, chaque matin qui se fait, quelqu'un qui a encore acheté ou qui a encore monté. Je crois que la plus grosse vente, c'est 125 millions d'euros en une seule session de vente. Donc, pour vous donner un peu une idée sur le potentiel de ce fameux live qui ouvre, finalement, c'est un petit peu, et moi, ça me fait beaucoup marrer parce que c'est un petit peu vous savez, le gars qu'on voyait sur les marchés qui vous vend le coupe légumes et qui vous en fait la démo quelque part et qui fonctionne. Il est là, il présente toutes les fonctionnalités de son produit et on a un attroupement devant et c'est vraiment le retour à l'acte de vente à faire la vente. Du coup, quand je prends tous ces éléments et que j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du brand content et de l'activation des ventes, j'ai déterminé 4, j'aurais pu en déterminer beaucoup plus, mais 4 leviers qui me paraissent essentiels à ne pas oublier. C'est make it yours, essayer de le rendre singulier, make it wise, essayer de le rendre de plus en plus intelligent, cette activation des ventes au prisme du storytelling, make it surprising avec vraiment l'idée de plus en plus d'être dans cet entertainment et puis make it last en se disant que de toute manière, l'objectif, c'est de le développer dans la durée. Excusez-moi pour les anglicismes, je traduirai, mais c'était un peu ce que je trouvais d'intéressant de regarder. Sur Make It Yours, une étude qui est assez intéressante, même si elle peut être prise dans tous les sens, puisque c'est de dire que toutes les marques ont une très forte expérience, et un petit peu en écho à ce que je vous avais dit auparavant, 79 Higher Purchase Intent, je pousse vraiment l'intention d'achat de manière beaucoup plus prépondérante. Vous me direz que bon, c'est un peu dire que l'eau mouille, c'est un peu de se dire que dès lors où j'ai su développer une bonne expérience de marque, alors ça développe les intentions d'achat vers ma marque. Mais c'est une étude qui me semble assez intéressante. J'ai mis le lien en dessous, vous pourrez aller la voir puisqu'il la développe en disant comment ces leviers fonctionnent. Et malgré ça, je me retrouve, quand je regarde parfois des choses où je parlais d'une dichotomie, ça c'est la fiche produit sur le site Roventa. Roventa qui est une marque française, gros groupe. Et en fait, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est ce que je vous disais au début, c'est à force de mimer finalement ce que font les grands distributeurs. Voilà la fiche produit Roventa, mais voilà sur le site de Roventa, voilà la fiche produit de Ubaldi, de Fnac,
de Darty, de La Redoute ou encore d'Amazon. Et bien évidemment, Amazon, lorsque je vais taper ma marque, pourra proposer des produits alternatifs. Donc, la question que je me pose, c'est qu'au degré zéro, ce degré du product storytelling, finalement, c'est de se dire, est-ce que on ne doit pas développer, essayer de tenir cette singularité et développer une véritable tonalité de marque, y compris dans l'acte d'achat. Je pris pour exemple une des multiples, mais une que j'affectionne particulièrement, Asphalt. Asphalt qui est une DNVB, donc verticale, certes, mais quand même une marque qui fait de plus en plus de produits, qui a développé un thème, désolé, il manque un S, mais sa signature, c'est les bonnes fringues, point. C'est un ton très franc-parler, très blagueur, voilà. Et ce qui fait que même dans les produits, il les nomme de cette manière-là. Vous avez le pull parfait, Asphalt. Vous avez les problèmes de vos pulls, eh ben, c'est que la laine gratte, pique, bref, c'est relou. Dans une tonalité hyper franche, hyper blagueux, ça change la vie, pull poil, pardon, ce qu'il vous faut, etc. Et on voit vraiment qu'on est tout le temps dans cet univers et cette tonalité singulière fait que vraiment j'ai le sentiment d'être au sein de la marque. Et elle est maintenue tout au long de l'acte d'achat. Aujourd'hui, lorsque vous recevez des emails, et pour ma part, j'en reçois, voilà, tout le temps une tonalité super cash, comme cul et chemise. On vous emmène en voyage. Elle est à mi-chemin pour me dire que mon produit arrive et que j'avais commandé tel produit. Vraiment une tonalité très, très travaillée. Et puis même quand vous recevez le produit, ça c'était les t-shirts que j'avais commandés, voilà, il reste dans cet univers hyper blagueur. Ce n'est pas un vélo, tenez, vous avez reçu votre produit. Voilà. Donc pour moi, faire la vente, c'est finalement déjà une tonalité singulière, un style. Et c'est vraiment les vôtres, ce style ou cette tonalité. Et pour moi, c'est extrêmement important que les marques, notamment du brick and mortar, lorsqu'elles développent leur direct consumer, elles ne perdent pas cette tonalité dans l'acte d'achat. Et cette tonalité, elle doit être affirmée même dans le product storytelling. Et je suis assez étonné de voir souvent des fiches produits qui sont plus dignes d'un tableur Excel et aussi neutre que possible. Alors qu'à mon sens, c'est peut-être l'endroit où on devrait commencer à faire de l'activation des ventes, on devrait faire le storytelling de la vente. Le point 2, j'accélère un tout petit peu. Le point 2, essayer de le rendre intelligent. On connaît tous cette promotion à prix de coup bas, du 100% remboursé, de moins 50%, qui fonctionne, soyons clairs. Hein. Il ne s'agit pas mais je pense qu'on est une marque, peut-être on peut essayer de développer des choses un peu plus construites et notamment de rendre de plus en plus l'audience actrice de la mécanique et non pas uniquement de faire en sorte qu'ils juste agir de manière mercantile et exclusivement mercantile. Quand on est une marque et je dois développer mon activation des ventes, j'ai pris ici Burger King à Sao Paulo qui développe une activation où les gens devaient mettre en feu, grâce à de la réalité augmentée, finalement les publicités des concurrents de Burger King. Je trouvais ça assez chouette. Parce qu'il y avait un côté très entertainment, bien évidemment agressif, mais qui était très intelligent, puisqu'en fait, on devait faire cette expérience à partir de l'application de Burger King, qui me permettent bien évidemment de commander des sandwichs Burger King. Et donc, forcément, ça a généré beaucoup de téléchargements pour des personnes qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas téléchargé la publicité. Et puis, si vous en brûliez 5, alors vous avez le droit à un Whopper gratuit. Donc, on est vraiment dans de l'activation des ventes, puisque le but est d'acquérir du consommateur et de doper les ventes. Et puis, finalement, aussi, c'est de pouvoir, en une opération qu'on a rendue finalement relativement porteuse de sens sur le fait que l'USP de Burger King, c'est la flamme. C'est vraiment l'un des seules chaînes de burgers qui flamment encore encore ces burgers. Et à partir de là, j'ai réussi un all-in, une opération à activation des ventes qui est à la fois porteur d'un message et puis dans laquelle finalement ma cible, mon audience est actrice de l'histoire. Voilà. Donc pour moi, reconnaître et récompenser l'ingéniosité de votre audience, c'est une des clés dans les mécaniques d'activation qu'on met en place. Et finalement, on doit imaginer des mécaniques qui soient porteuses de sens. C'est hyper important. Ici, on le voit bien avec Burger King, parce que sinon, et au service de votre histoire, pardon, parce que sinon, on tombe vraiment dans ce que pourrait faire un distributeur. Et à partir de là, on n'arrive plus à créer cette distinguo entre qu'est-ce que fait une marque et qu'est-ce que doit faire un distributeur.
Troisième point, make it surprising. Et là, vraiment, on est dans tout ce que tu as développé ces dernières années également, Daniel, sur quelque chose d'assez intéressant, le fameux point de vente, cette expérience, les nouveaux flagships ou même les pop-up stores, un peu temple, l'entertainment, des lieux de vie, puisqu'on essaie de plus en plus faire des lieux de vie et puis des expériences immersives et divertissantes. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est lorsque je rapproche ça sur le digital, quelle expérience je vais pouvoir faire vivre d'un point de vue digital. J'ai mis finalement une expérience qui me paraissait assez intéressante, qui date d'il y a 2 ans, mais qui est vraiment… alors, je ne sais pas si j'ai le cas ici, si je peux vous le jouer. Oh, je vais vous le décrire. C'est une opération en fait où la marque Jordan invitait ses aficionados et son audience à venir découvrir en réalité augmentée le mythique dunk, bien évidemment, de Jordan, et leur donner rendez-vous sur un terrain de basket. Et vous avez à peu près 400, 500 personnes qui sont réunies sur ce terrain de basket, parce qu'une fois que vous étiez sur ce lieu mythique, le terrain de basket, dans un décorum assez sympa, en fait, lorsque vous ouvriez votre application, vous aviez Michael Jordan en 3D qui faisait le dunk. Et bien évidemment, lorsque je tournais autour, dans l'application Snapchat couplée à du Shopify, en fait, je pouvais aller acheter ce produit directement au sein de l'application. On va dire les heureux élus se sont rendus sur le terrain de basket, ont acheté un produit qui vaut quand même $200. Et en 23 minutes, c'était sold out. Ils ont vendu plus de 800 paires de baskets en 23 minutes. Et voilà. Et bien évidemment, derrière, ça a créé un buzz et une histoire qui continue à se faire. Donc là, encore une fois, on a la frontière du on et du off, mais assez intéressant de voir que tous ces phénomènes de pop-up store arrivent désormais à être recréés sur des opérations comme ça en digital. Mais j'aurais pu mettre d'autres opérations, notamment menées par Snap, avec des véritables expériences pop-up 100% virtuelles. Ces mécaniques, cette interaction sociale finalement qu'on cherche, le fait de se rassembler, de pouvoir discuter, à mon sens d'ailleurs, elle est partout. Elle est souvent au cœur de la mécanique, c'est un peu ça. Hein. Et finalement, le déplacement du point de vente physique qui soit à d'autres fonctions que uniquement acheter, c'est un lieu social et on la retrouve sur les mécaniques qu'on met en place. Ça, avec notre agence, c'est une opération qu'on a montée pour Uber Eats, où on a organisé un live avec Pigna Tweet, où les gens devaient venir en live avec un humoriste qu'on avait pris, en fait, échanger. C'était une opération de couponing pure et dure. On avait quelques centaines de coupons de réduction pour faire connaître les gens au service Uber Eats et essayer de les engager. Et en fait, en live, notre humoriste animait des sessions de live, 3 lives, avec 3 piñatas, et en fonction des gages qui se faisaient avoir, etc., il allait taper dans la piñata et faire gagner à un moment donné des coupons aux personnes qui étaient présentes. Les résultats étaient très, très satisfaisants pour Uber Eats. Et puis là aussi, quelque chose qui mixait bien évidemment, la posture de Uber qui est l'instantanéité. C'est quand même leur plateforme de marque, tout est instantané. Donc, le fait de faire un live et puis également qui a dopé, puisqu'on a distribué plus de 4000 coupons sur ces opérations à succès. Voilà. Donc, si je devais faire quelque chose sur le fait de le rendre surprenant, créer ces grands moments, c'est sortir de la relation permanente et ordinaire qu'on a avec la fiche produit, avec la vente, et que les marques en D2C doivent de plus en plus jouer avec l'éphémère pour intensifier la relation finalement et savoir créer des moments marketing, des moments de vente assez intéressants. Et je pense que c'est quelque chose qui va bien évidemment accélérer et que les marques ont tout intérêt à appréhender. Le shopper entertainment, c'est aussi le fait de la capacité de proposer sur la longueur. Et aujourd'hui, finalement, passer de la saga publicitaire à la saga promotionnelle peut avoir vraiment des effets très intéressants. Et je pense qu'on a tout à gagner à travailler avec les marques sur ces sagas promotionnelles pour les storytellers. Haribo, pour notre part à l'agence, on travaille depuis 2018 sur une OP qui s'appelle les terrifiants bonbons d'Halloween, où on a vraiment rendu
Haribo animateur de la fête d'Halloween. Et chaque année, on revient. La première année, on était avec une histoire qui se racontait en réalité augmentée. Et les personnages, on avait Croco Barjo, les Dragivampires ou Méchant Malo, etc. Ensuite, on a raconté ces histoires d'un point de vue audio, où on avait 24 histoires à composer et à écouter. Et chaque année, on rajoute finalement. Et en 2019, on a créé un livre de bandes dessinées. On a 6000 bandes dessinées qui ont été développées à cause du Covid. On s'est dit que c'était le meilleur moyen. Et finalement, un storytelling qui arrive dans une activation des ventes à vraiment replacer Haribo comme animateur de la fête, acteur de la fête et pas seulement ce moment marketing où je colle juste une chauve-souris. Et ça fonctionne puisque le fait, bien évidemment, et on sait que la reconnaissance des opérations se passe dans le temps, chaque année, on en fait des augmentations. En 2020, c'est plus 18%, 18% de sell-out et c'est plus 0,7 points sur les parts de marché. Donc, chaque année, on refait. Cette année, on va partir sans tout vous dévoiler, mais sur une comédie musicale en point de vente, en espérant on pourra le faire puisque Haribo a des points de vente, 14 points de vente en direct et puis également des magasins partenaires sur lesquels on va pouvoir faire un petit peu le show. Voilà. Donc, développer votre grande histoire sans brouiller les cartes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'opération de promotion n'est pas obligée d'être sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt réinventée. Si vous avez une histoire à tirer sur la longueur, eh ben, il faut laisser l'histoire s'installer pour créer sa plus-value et qu'elle ait un effet sur les ventes. En tous les cas, c'est ma conviction. Voilà. Bon, voilà, avec le développement du e-commerce et finalement ces approches direct to consumer, je suis assez convaincu finalement que les magasins physiques ont un peu perdu le monopole de la mise en valeur du produit et que du coup, finalement, le job des marques qu'on accompagne et du brand content là-dessus, c'est aussi de faire en sorte que l'univers de marque et les activations de viande deviennent finalement la nouvelle dimension des marques et presque, on va dire que la promotion devienne un véritable moment de marque, un véritable moment d'expression de la marque. Donc, si je résume, Make It Yours, c'est affirmer votre singularité, notamment dans votre tonalité éditoriale. Make It Wise, c'est imaginer les mécaniques porteuses de sens au service de votre histoire. Make It Surprising, c'est jouer avec l'éphémère pour intensifier la relation. Et puis, Make It Last, c'est laisser l'histoire s'installer pour créer sa plus-value. Voilà. Et puis, l'ambition, c'est de faire de la promotion, pour ma part, je pense, une véritable expérience de marque. Et je suis assez convaincu qu'ils n'ont pas le choix. Voilà le petit thème que je voulais développer avec vous. Et je suis bien évidemment, puisqu'on a un petit comité, ravi de répondre et d'échanger avec vous. Dis Daniel, lance-toi. Alors, bon, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, tu soulèves pas mal de problématiques. Et je voudrais peut-être revenir sur 2-3 d'entre elles. Il y a effectivement la promotion. Moi, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de catalogues pour des grands distributeurs. La promotion, c'est un moment où les marques ont tendance un peu à se renier. Les produits sont présentés un peu comme s'ils étaient à la casse ou prêts à jeter. Ils sont les marques les unes à côté des autres. C'est pas l'univers du catalogue promotionnel papier, c'est pas l'endroit le plus valorisant. Donc, que tu soulèves cette problématique, c'est tout à fait légitime. Maintenant, les exemples que tu donnes de promotion un peu spectaculaires, tu constateras que c'est surtout sur la cible jeune. Haribo, Burger King, Uber Eats, etc. Et effectivement, l'entertainment, c'est quelque chose qui est très attendu, naturel sur la cible des jeunes. C'est moins évident sur des produits sérieux. Moi, je suis fan de Dyson en matière de product storytelling. Dyson, ils ne font pas rigoler, mais en revanche, ils ont quasiment un musée où ils expliquent leurs produits. Et donc, je pense qu'il y a matière à faire de la promo sans forcément chercher à faire marrer. Après, je voudrais soulever un deuxième truc, c'est que tu as opposé la fiche produit et la product culture, c'est-à-dire le fait d'expliquer en détail l'univers des produits. En fait, là-dessus, il faut vraiment comprendre que c'est deux logiques et que c'est deux logiques qu'on ne peut pas mélanger. La fiche produit, c'est nécessairement fond blanc. Alors,
Après, il y a un art de communiquer avec des vignettes qui sont adaptées au smartphone. La product culture, le fait de démontrer l'univers du produit, c'est beaucoup plus ouvert. Au contraire, on attend une gratification esthétique, émotionnelle, culturelle. Donc, il ne faut pas vouloir faire jouer à la fiche produit le rôle que joue l'espace produit de la marque. Et si on commence à vouloir… Sur ça, je suis pas, tu vois, je partage pas ton avis. Alors justement, j'ai fait une formation à l'Union des marques où il y avait les gens d'une marque, d'un distributeur, bon, je ne vais pas citer qui avait voulu faire une fiche produit avec un fond coloré, etc. C'était totalement décrédibilisant. Un fond gris parce que ça faisait plus chic. C'était totalement décrédibilisant pour la marque. Alors, le compromis à trouver… Le point que je développe, ce n'est pas sur l'esthétique. Hein. Non, mais l'exemple que tu as montré là sur Reventa, c'était une fiche produit et puis tu l'as opposé à un truc que je trouve fantastique, qui est Asphalt. Asphalt, ce n'était pas la fiche produit d'Asphalt, c'était l'espace de communication de la marque. Et donc, c'est vraiment deux domaines et il faut savoir, quand on est sur la fiche produit, rester avec la logique fond blanc. Alors après, on peut avoir des vignettes explicatives qui sont, elles, plus enrichies. Mais quand même, il y a une rhétorique de la fiche produit qui est très différente de la rhétorique de l'espace de marque. Je ne suis pas d'accord avec toi. Définitivement, je pense que c'est une étude. Je peux te le montrer dans plein d'exemples. Hein. J'ai bien lu et je pense que c'est justement là où les marques ont tout à gagner. Moi, dernièrement, j'ai essayé d'acheter une paire de skis de randonnée parce que je suis un aficionado de la randonnée. Je peux te dire que la fiche produit de Salomon, si tu la compares à une DNVB qui arrive finalement à t'emmener dans le storytelling du produit, de la marque, etc., c'est vachement intéressant. Par rapport à Asphalt, c'est véritablement leur fiche produit. Hein. Je t'invite à aller les voir. Je connais, hein. Je connais très bien Asphalt. Oui, mais quand tu achètes, au moment où tu achètes le produit, tu cliques le fameux pull Asphalt. Là, tu as une logique plus… et plus généralement, moi, j'ai fait pas mal de tests consommateurs. Quand on est dans la fiche produit, il faut faire attention à ne pas mettre un style publicitaire. En fait, la fiche produit, c'est de l'ordre de l'information journalistique, quasiment, technique. On attend des données factuelles et pas des éléments qui embrouillent, émotionnels, etc. Donc, si par exemple, tu veux communiquer sur de la nourriture pour les animaux et cherche pas à embrouiller en mettant des jolis chiens tout mignons, on est là pour expliquer pourquoi la nourriture pour les animaux, elle a des vertus pour la santé, etc. Donc, voilà, c'est juste, il faut faire gaffe de bien regarder les deux et que ces deux moments, les deux registres sont à jouer en parallèle. Un registre assez objectif sur la fiche produit et un registre assez culturel sur l'univers de marque. Je pense qu'ils sont à entremêler. Entremêler, mais la façon de les entremêler… Et regarde les DNVB, elles les entremêlent très très bien. Et pour en avoir étudié quelques-unes également, elles arrivent à développer finalement… La vraie question qu'on doit se poser, c'est à quel moment une marque doit, lorsqu'il me raconte son produit, comment elle doit me le raconter. Et qu'est-ce qui fait que ça crée sa singularité? Et qu'est-ce qui fait qu'une marque en propre a tout intérêt peut-être à utiliser des médias différents? Et je pense qu'il ne faut pas opposer description fonctionnelle et technique à la tonalité que tu peux employer. Et d'ailleurs, les magasins, les points de vente nous le prouvent tous les jours. Je suis désolé, quand tu rentres dans un magasin Adidas, ce n'est pas la même ambiance que quand tu rentres dans un magasin Courir. Et dans le point de vente physique, c'est un truc, moi que je trouve qui est génialissime et qu'il va falloir, à la marge, et je ne parle pas de fond coloré, hein, mais à la marge, développer sur le storytelling de marque en se disant, lorsque vous êtes sur la fiche produit, bien évidemment, il faut servir des informations pratiques, techniques, mais vous ne pouvez pas abandonner complètement votre marque. Non, mais je ne dis pas d'abandonner. Je dis juste qu'il y a ces deux registres. Après, la façon de l'entremêler ou de l'imbriquer, c'est que souvent, en bas de la fiche produit, tu as un truc qui s'appelle l'espace fabricant, où là, la marque a toute sa place, mais c'est en dessous. Ce n'est pas au moment où on attaque la fiche produit. Et la deuxième manière de l'entremêler, c'est les vignettes. C'est-à-dire qu'une fiche produit, c'est composé d'un visuel principal sur fond blanc. Et ensuite, il y a des vignettes explicatives sur lesquelles on slide. Et là, les vignettes que tu utilises pour le slide, elles peuvent être aux couleurs de la marque. Et le troisième point, c'est que la direction artistique de la photo des produits doit être à la hauteur de la marque.
moi, je remarque aujourd'hui, un des points clés, c'est la dimension HD. Euh, les photos qui sont proposées des produits ne sont pas assez nettes. Ouais. Sont pas assez nettes. Donc, tu vois, enfin, si voilà. Alors, donc voilà, en tout cas, mais tu as parfaitement raison sur le fait qu'il faut mettre un peu de valeur de marque dans tous ces moments de communication. Maintenant, il faut bien respecter les rhétoriques de chaque truc. Après, il y a un troisième sujet que tu abordes qui est le lieu de vente. Alors, c'est vrai que nous, le pop-up store, c'est un lieu normalement où la marque est exacerbée, plus parce qu'on peut spectaculariser la marque, parce que ceci. Donc, il y a plein de choses à faire pour rendre les lieux de vente moins stricts. Moi, ce qui me frappe, par exemple, dans les lieux de vente de marques de luxe, c'est deux problèmes. C'est un, quand c'est le soir et que les bijouteries sont vides, bah, tu as des vitrines vides. C'est quand même morbide. Et les mecs à l'entrée, les sbires, les gens qui font la sécurité, souvent, ils te regardent de travers, etc. Donc, il y a plein de choses à faire pour enchanter le lieu de vente bien au-delà de tout ça. Enfin, voilà quelques réflexions. Bon, cool. Bah, c'est cool de partager, d'avoir tes retours là-dessus. Bon, bah voilà, le confinement, on était un petit comité. Je vous ai plus. Ah, Si. Ouais, merci Lionel. bah de rien. Super intéressant. Tu as effectivement des exemples que j'avais pas. Je pense qu'on est dans cette période de réinvention, donc ça vaut le coup effectivement de se reposer un peu sur les fondamentaux. Donc j'ai bien aimé le retour à l'approche marketing au démarrage de ta presse. Ah bah, oui, c'est clair. Souvent, le brand content ou le storytelling est vraiment opposé à l'idée de vente et je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'elle peut injecter les démarches comme ça. Ok, cool. Bah voilà. Bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, non, après, moi, ce que je trouve ce que je vais trouver intéressant dans l'avenir, c'est que pour l'instant, il y a encore assez peu d'exemples finalement. Et donc, événementialiser, c'est assez simple encore aujourd'hui. Après, la question, et tu l'abordes, c'est un des points essentiels pour moi, c'est comment tu fais durer en fait ces expériences et comment tu les renouvelles quand même à chaque fois en apportant une step supplémentaire à chaque fois. Et ça va être intéressant de voir un peu en termes de créativité comment les choses vont évoluer. bien, mais il y a vraiment beaucoup de mécaniques. Il y a la créativité sur les mécaniques qui est dopée. Là, je ne sais pas si tu as vu, je sais que tu es une aficionados du vélo. La marque Veloretti, là, qui a fait d'Amsterdam, je ne sais pas si tu as vu l'opération où ils ont couplé la promotion à la plaque d'immatriculation de ton véhicule. Et selon la cylindrée de ton véhicule, il te donne plus ou moins un pourcentage dégressif. Si tu as un véhicule très polluant, il te donne 30 ou 40%, etc. Je trouvais ça assez intéressant. J'ai regardé, je me suis dit, oh, c'est très, très journalistique. Ils ont fait 80 000 euros de vente quand même, ce qui est pas mal pour une marque assez modeste qui essaye justement d'être super aligné avec cette posture de dire le vélo est l'alternative clairement à l'essence. Donc, je trouvais ça pas mal cet exemple. Je ne sais pas si tu le connaissais, toi, Daniel, mais la mécanique est assez chouette. Ouais, Veloretti. Ouais. Et oui, c'est assez réussi, je trouve, parce que c'est une toute petite marque et qui n'avait aucune existence en dehors de la Hollande. Et c'est vrai que là, ils arrivent un peu à percer. Et ouais, effectivement, je trouve ça intéressant. Super. Les amis. D'ailleurs, je me demandais, Lionel, juste avant que tu termines, sur cette présentation-là, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire une sorte de petit livre blanc ou de petite présentation un peu à partager avec les membres qui n'ont pas pu assister à la presse de ce matin? Je vais voir, je vais y travailler, mais j'y travaille d'une manière plus large. Donc, ouais, tout à fait. Non, parce que c'est un truc qui, effectivement, est très monstre. Mais en même temps, ça touche vraiment au cœur de ce qu'on fait ici à la BCMA. Donc, tu vois, j'entendais les remarques, les questions et les apports de Daniel. Enfin, tu vois, je me disais qu'il y a peut-être un truc un peu collaboratif tu vois, à faire. Parce que là, c'est le sujet du moment, c'est sûr. Enfin, c'est de l'avenir. Un des sujets, en tout cas. Je sais pas, il y a peut-être une petite publication à faire, tu vois, sans forcément tout donner. Mais... Ouais. Écoute, je vais voir. Je sais que
j'ai une tribune là, une ou deux tribunes qui sortent, mais peut-être qu'on pourrait faire un relais via BCMA. On en parlera. C'est une bonne idée. Moi, Lionel, je voulais avoir ton sentiment sur les écrans digitaux là, dans les magasins, parce que bon, je t'ai envoyé quelques liens. En fait, il y a deux courants, pour tout avouer. Il y a le premier courant qui était de dire que ça ouvre une créativité débridée et sans doute une nouvelle grammaire visuelle assez intéressante. Et puis l'autre courant qui est ça bousille la planète. Et aujourd'hui, je sais que notre directeur de création, Louis, que tu avais rencontré lors d'une conférence, était parti tout feu, tout flamme là-dessus parce que pour notre part, on en développe beaucoup pour les séries Netflix. Et c'est vrai que ça ouvre un champ de créativité assez intéressant, une nouvelle manière de délivrer des messages. En revanche, c'est vrai que si tu lis un petit peu les données, on va dire que la pollution visuelle et énergétique est intensifiée. Donc, on est mi-figue, mi-raisin sur le domaine en se disant est-ce que c'est véritablement là où il faut pousser. Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu 2-3 campagnes en disant là, les écrans visuels qui bougent partout dans les gares, on n'en peut plus. Donc, voilà. Donc, d'un côté, d'un point de vue de métier, j'ai envie de te dire, je trouve ça très, très intéressant. Il y a sans doute beaucoup, beaucoup de choses à faire, notamment avec de la connexion même à la personne qui est juste en face de cet écran pour qu'il puisse acheter directement. Et puis de l'autre, avec une responsabilité un petit peu plus sociétale et environnementale, de se dire jusqu'où on peut en jouer. Je pense que peut-être qu'il y aura une médiane qui se retrouvera dans le point de vente aussi, où ça va permettre de réinventer aussi le storytelling du point de vente sur des choses qu'on ne voit pas. Je sais que Zara avait fait des belles choses dans sa vitrine en essayant de montrer les produits portés, défilés pour rajouter quelque part une autre dimension lors de la délibération, on va dire, du choix de produits. Mais tu sais, ça fait quand même vachement longtemps. Moi, je me rappelle, je faisais des conférences en 2010 où tu avais Full Six qui avait développé Full Six Espagne, des cabines d'essayage où les personnes essayaient leurs produits et puis ensuite les partageaient en live via le miroir sur les réseaux sociaux pour savoir si ça lui allait ou si ça allait pas. Et il y a sans doute beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dessus. On verra quand les magasins vont rouvrir les expériences qu'on peut faire. Moi, je pense qu'à l'intérieur du magasin, il n'y a pas le problème de pollution visuelle qu'il y a à l'extérieur du magasin. Absolument, ouais. Et donc, déjà, ça fait un champ de travail. Après, l'extérieur du magasin, justement, il faudrait peut-être se poser la question de création qui soit le moins polluant visuellement et esthétiquement possible. Et là, c'est bizarrement les afficheurs qui ont beaucoup pris la parole sur l'aspect environnemental du DOH n'ont pas parlé des aspects de création et de pollution lumineuse. Ils se sont mis à l'écart de ce sujet. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qu'ils partagent. Et c'est vrai pour aller assez régulièrement à Londres, alors pas depuis un an, mais dans le métro londonien, si vous avez eu l'occasion de le prendre, c'est assez hallucinant. C'est vrai qu'il y a une station sur deux où il y a quasiment plus de print. C'est vraiment que de l'écran sur ces grands escalators où tu te retrouves avec 15 écrans tout le long. Est-ce que c'est bien, moins bien? J'en sais rien. On va dire on est sans doute dans la période d'apprentissage, mais comme tu le dis, et je suis assez d'accord avec toi, sur le point de vente, mais y compris sur leur vitrine, je pense qu'il y aura des choses à faire. Tu sais, on est toujours dans le hype cycle de Gartner. Vous vous souvenez tous de ces agences immobilières qui avaient une vitrine interactive. Ça ne marchait jamais, soyons clairs. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, avec à la fois la technologie, la connectivité avec ton téléphone et des choses, on va pouvoir peut-être développer des expériences assez sympas. Voilà. Bon, en tout cas, au plaisir d'en reparler. Et puis, on espère, on travaille sur un Branded Content Day. Je crois qu'on se voit en bureau cet après-midi, d'essayer de voir le tunnel post-confinement pour pouvoir se réunir en physique, justement. Ça serait quand même bien. Voilà. Merci à tous. Merci.